Niveau d'actualité sur la RTGA Aude, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Voici le sommaire de ce journal. Préavis de grève levé par les travailleurs de la SCTP ex-ONATRA ce mercredi. Un communiqué conjoint a sanctionné la réunion à ce sujet qui a réuni les représentants du gouvernement et le banc syndical de la SCTP. Et puis l'OIF s'engage à aider la République démocratique du Congo dans le renforcement des compétences des acteurs dans la surveillance électorale. La délégation de cette organisation a échangé à ce sujet le mardi soir avec le Premier ministre congolais. Et enfin, levé de la dépouille d'Esther Abedi Saboumalou ce mercredi 11 novembre de la morgue de la clinique Ngalema. Les professionnels des médias, les politiques et les anonymes ont fait le déplacement de la morgue et de la place Beauvant est exposé le corps pour rendre des hommages à la directrice générale d'Africa TV FM. Bienvenue à tous. Les travailleurs de la SCTP ont levé ce mercredi le préavis de grève lancé au gouvernement le vendredi 6 novembre dernier à la suite de la restructuration de leur entreprise et la mise en concession intégrée des ports de Matadi, de Boma et du chemin de fer Kinshasa-Matadi. Un communiqué conjoint a été signé au terme d'une réunion tenue à la primature entre les représentants du gouvernement et le banc syndical de la SCTP. Neftali Bomoutala Osseni et Bodimata pour le reportage. Un mercredi matin tendu à la SCTP ex-ONATRA. Les travailleurs présents mais préoccupés. Les couloirs et bureaux étaient vides et fermés. La détermination était visible, tous unanimes à l'attente du banc syndical convoqué à la primature. Il était 13 h lorsque le banc syndical a débarqué sur les lieux pour faire le compte-rendu de la réunion tenue à la primature entre eux et les représentants du gouvernement ce mercredi. La reprise normale du travail vient d'être annoncée. C'est ce que nous venons de proclamer. Parce que l'objet de notre revendication a été clairement entendu et nous avons, dans un communiqué conjoint signé par les délégués du gouvernement et l'intersyndical de la SCTP, nous avons pratiquement recadré les choses et nous avons convenu de l'implication de toutes les parties prenantes à la réforme, la mise sur pied d'un chronogramme pour cette réforme, la poursuite du dialogue et aussi la reprise normale du travail. Et c'est ce que nous avons recherché. Nous attendons maintenant l'étape suivante, l'invitation par le COPIREP pour que nous puissions autour de la table parler du contenu de cette réforme et poursuivre cette réforme telle que est dictée dans la loi avec tous les préalables énoncés par les législateurs. Les redressements de la société, les inventaires exhaustifs, la prise en compte des droits des travailleurs et d'autres problèmes tels que l'autorité portuaire pour bien réglementer les trafics maritimes. Ainsi, le préavis de grève lancé vendredi 6 novembre dans toutes les installations de la SCTP en RDC a été levé. Ces agents travailleurs ont remercié le gouvernement et les autorités de la SCTP pour leur implication dans la recherche d'une issue heureuse. Mesdames et messieurs, vous avez compris, nous avons un invité sur le plateau, pas pour parler de la SCPT, mais pour parler de la microfinance. Il s'agit de Jean Médard Mouteba. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes donc manager de projet du Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous pouvons connaître du FPM? Madame, le FPM est un fonds d'accompagnement du secteur financier en RDC. Nous travaillons avec les institutions financières, les banques et les institutions de microfinance pour leur apporter l'appui technique pour le renforcement de leurs capacités institutionnelles et nous leur apportons aussi l'assistance financière pour résoudre les problèmes des ressources à court terme dont ils font face actuellement au niveau du secteur. Vous, étant qu'FP, vous pensez qu'il est facile de faire confiance aux institutions de microfinance quand on sait que certains arrivent et ferment et se volatilisent sans suite?
Bien sûr, je pense que ça c'est un message fort qu'il faut lancer. Depuis un certain moment, la Banque centrale du Congo travaille pour l'assainissement du secteur. Aujourd'hui, nous avons un cadre réglementaire stable qui donne toutes les instructions pour permettre aux institutions financières, en l'occurrence des microfinances, de pouvoir travailler dans le respect des normes internationales du métier. Donc, au moment où nous parlons, les institutions de microfinances méritent la confiance de la population, la confiance des clients, parce qu'il y a des institutions qui ont réussi à démontrer en peu de temps qu'elles peuvent servir un nombre très important de clients et de rester pérennes, comme nous pouvons le constater avec Finca par exemple, que nous accompagnons. Finca qui a commencé avec juste 1000 clients. Aujourd'hui, Finca est capable de servir plus de 260 000 clients avec un portefeuille de crédit de plus de 90 millions de dollars, avec un portefeuille à risque inférieur à 2%. Justement, parce que vous parlez de Finca, récemment vous avez fait un partenariat, mais quelles sont les raisons qui poussent Finca à élargir ses agences à Kisangani, à Mbujimaï? En fait, le problème, ce n'est pas seulement de Finca, ça c'est un problème qui se pose au niveau de l'environnement dans notre pays, où nous trouvons que plus de 90% des institutions sont concentrées à Kinshasa, au Kivu et à Lubumbashi. Alors, dans nos études que nous menons, nous avons constaté effectivement qu'il y a un certain nombre d'informations que les institutions n'ont pas. Alors, le FPM s'est assigné cet engagement de mettre à la disposition de toute institution financière, quelle que soit sa forme, un certain nombre d'informations qui leur permettent de pouvoir prendre la décision d'aller en province. En réalité, c'est pour répondre au problème de l'accès au financement. Parce que lorsqu'on parle de l'inclusion financière, on ne voit pas seulement que la présence des institutions, non seulement le problème d'accès, mais il y a aussi cette possibilité de diversifier. Alors, nous ne travaillons pas seulement qu'avec Finca, nous travaillons avec BOA, par exemple, avec qui nous avons ouvert une activité PME à Goma, à Lubumbashi. Là, nous sommes en réflexion pour aller dans d'autres villes. Ce n'est pas seulement avec Finca. C'est vrai, Finca voudrait étendre son réseau, mais c'est aussi une mission du FPM de pouvoir accompagner la couverture nationale en services financiers. Puisque le dernier partenariat a concerné Finca, on va plus un peu se focaliser sur Finca. Mais on accuse Finca de fixer un taux d'intérêt assez très élevé qui ne favorise pas l'épanouissement de sa clientèle. C'est vrai que vous n'êtes peut-être pas représentant de Finca, mais vous êtes FPM qui travaille avec Finca. Dites-nous, que dites-vous de ce que les gens disent de Finca? Je pense que la question ne va pas encore une fois se limiter au niveau de Finca. C'est une question qu'on pose pratiquement à toutes les institutions de microfinance. C'est vrai qu'au niveau des institutions de microfinance, le taux d'intérêt est toujours plus élevé qu'au niveau des banques. Mais madame, il y a un problème qui se pose. Vous savez, le taux d'intérêt, c'est le prix. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on veut fixer son prix de vente? On le fixe en fonction des coûts, on le fixe en fonction des charges. Alors, les institutions de microfinance, face à ces problèmes de confiance, parce que, vous savez, au niveau des banques, les banques exigent des garanties que les clients à revenus bas n'ont pas. Alors, comme la microfinance est cette alternative qui se présente pour pouvoir fournir les services financiers, le coût qui influence les niveaux des taux, ce sont les coûts de supervision et de contrôle. Donc les institutions se retrouvent obligées à investir un peu plus en termes de charges pour superviser et contrôler les petits crédits. Et du coup, les taux qui vont être fixés pour couvrir ces coûts de supervision et de contrôle vont être plus élevés qu'au niveau des banques. Donc, vous dites donc que ce taux d'intérêt ne s'arrête pas seulement à Finca, mais à beaucoup d'institutions de microfinance. Bien sûr, mais je dois aussi mentionner que d'après toutes les analyses que nous avons menées et toutes les études que nous menons, il est démontré que ce n'est pas le problème des taux qui a une limite par rapport à l'accès. Parce qu'actuellement, la population a des habitudes d'endettement même auprès des usuriers, mais qu'ils parviennent quand même à payer ces usuriers. Ici, la question, c'est de voir est-ce que les services financiers sont mis à la disposition de la population dans les conditions qui leur permettent d'accéder.
Ok, on va vous laisser adresser un mot à tous ceux qui vous suivent, qui ne connaissent pas le FPM et qui ne connaissent pas ce que vous faites. Un mot à ceux qui vous suivent. Ok, le FPM, c'est un fonds qui existe depuis 2010. Nous accompagnons les secteurs financiers, nous apportons l'assistance technique et l'assistance financière pour la promotion de l'accès au financement de petites et moyennes entreprises et des ménages à revenus bas. Merci beaucoup, Monsieur Jean Médard Moutiba. Vous êtes donc manager de projet du Fonds pour l'inclusion financière en République démocratique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, madame. Mesdames et messieurs, on va poursuivre ce journal en images. Le président de la République, Joseph Kabila, a inauguré mardi le nouveau passeport électronique et biométrique. Quelles sont les spécificités de ce passeport par rapport aux anciens? La réponse dans ce commentaire rendu par Jean-Pierre Kaembe. La particularité du nouveau passeport sécurisé est qu'il est biométrique et en même temps électronique. Biométrique car on prélève sur les demandeurs les empreintes digitales des 10 doigts afin que la même personne qui tenterait de revenir avec 2 identités différentes soit immédiatement identifiée. Il est électronique car le passeport détient une puce électronique qui permet de lire les documents électroniquement, en voir la véracité et déterminer s'il a été réellement émis en République démocratique du Congo. Ces nouveaux passeports électroniques et biométriques avec puce sera utilisé concomitamment avec l'ancien passeport semi-biométrique jusqu'à l'expiration de ces derniers. L'inauguration de ce nouveau passeport biométrique avec puce vise la sécurisation accrue du porteur et la réduction du temps nécessaire pour les voyageurs. Le prix sera connu dans les tout prochains jours. D'ici là, on précisera le prix du passeport et tout cela. Ne vous effrayez pas. Le gouvernement tiendra à ce que le prix reste dans des proportions convenables, en dépit de toute la sécurisation qui est mise dans les nouveaux passeports. On ne peut pas ici commencer à décliner toutes les mesures de sécurité qui sont mises dans le passeport parce que ce serait finalement, comment dirais-je, défaire ce qui a été fait. Ce serait comme si on disait à ceux qui veulent falsifier comment ils doivent s'y prendre. Mais croyez-moi, ils vont avoir du mal à falsifier ce passeport-là. Ce passeport à puce est conforme aux recommandations de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il peut stocker toutes les informations avec des empreintes digitales infalsifiables du porteur. Et ça, c'est pour la presse, l'ordinaire. La question du financement des élections à RDC au menu des échanges mardi 10 novembre 2015 dans la soirée entre le Premier ministre Matata Ponyo Mapon et la délégation de l'Organisation internationale de la francophonie. Le IEF s'est donc engagé à aider la RDC dans le renforcement des compétences des acteurs dans la surveillance électorale. Suzy Kibira-Omari nous en parle. Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons été très heureux de rencontrer le Premier ministre qui a un horaire extrêmement chargé et qui a dégagé une plage de temps pour nous recevoir. Ça a été bref parce que l'impératif d'horaire nous a imposé. Tout d'abord, je voudrais dire que nous avons été très heureux de rencontrer le Premier ministre qui a un horaire extrêmement chargé et qui a dégagé une plage de temps pour nous recevoir. Ça a été bref parce que l'impératif d'horaire nous a imposé d'aller à l'essentiel. L'essentiel du côté du Premier ministre a été de rappeler ce qui a été acquis durant cette dernière législature et depuis l'arrivée au pouvoir du président Kabila, notamment la renaissance économique et la croissance. De notre côté, nous avons partagé avec le Premier ministre la conviction que le développement économique est lié aussi à l'affermissement de l'état de droit qui permet aux investisseurs d'envisager de créer des emplois dans ce pays, de créer de la richesse dans ce pays avec une certaine sécurité. Alors, fait partie de l'affermissement de l'état de droit, du développement de l'état de droit, le processus électoral. Et un souci que nous avons partagé avec le Premier ministre, après tous les entretiens qu'on a eus ces derniers jours avec des acteurs de la société civile et des autorités de la RDC, c'est le problème du financement des élections. Et la question se pose de savoir si les moyens mis à disposition, 500 millions, ont été prévus au budget 2016, mais on parle d'un montant de 900 millions
voire 1 milliard nécessaire à l'ensemble du processus électoral. Si les moyens ne sont pas réunis, quelle est la priorité et comment s'organise l'utilisation de ces moyens avec efficacité et dans le but, encore une fois, de renforcer la démocratie dans le pays. Toujours dans le cadre du processus électoral, le président de l'Assemblée nationale, Oba Minakou, a reçu les présidents de groupes parlementaires. Ceux-ci ont fait état de leurs préoccupations pour l'aboutissement heureux du processus électoral. Suivez-les au micro de Suzy Kibira Omari, Martin Kayembe. Nous avons exposé un certain nombre de problèmes liés au fonctionnement de l'institution, au dossier de la CENI. Vous savez qu'on venait de valider les choix qui ont été faits et au dialogue. Mais nous pensons que, et nous les députés, et tout le monde dans ce pays, nous devons accepter que l'Assemblée est une institution délibérante de haute importance nationale comme la nôtre, ne peut pas avoir un rôle passif. Et qu'à ce stade, vraiment pour nous, ce qui est important, c'est que la CENI nous sorte le calendrier électoral et nous fasse ses propositions pour que le processus aille vite et se déroule de manière transparente, crédible. C'était important que je puisse recevoir les différents groupes parlementaires pour rappeler les principes et définir un modus vivendi adapté au niveau de l'Assemblée nationale pour les mois qui suivent. C'est le travail que je fais depuis hier. Question orale avec débat adressé ce mercredi 11 novembre 2015 au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Théophile Mbemba, initié par le député Biané. Celle-ci porte sur la suspension des enseignements du 3e cycle à l'Université pédagogique nationale UPN. Martin Kayembe, Suzy Kibira et Sylvain Bété. Tout observateur objectif et impartial est d'avis que les conditions d'organisation des enseignements du 3e cycle devenaient fort préoccupantes à l'UPEN et même ailleurs, et qu'il fallait un recadrage. Face aux sénateurs ce mercredi 11 novembre 2015, Théophile Mbemba Fundu, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, est venu répondre à la question orale lui adressée par le député Biaéné relative à la suspension des enseignements du 3e cycle à l'Université pédagogique nationale. Monsieur le ministre, au-delà de sa nature de briser la cohésion sociale, votre instruction académique émerge des dispositions pertinentes du décret d'ordre présidentiel numéro 05/007 du 23 février 2005 portant création d'un établissement public dénommé Université pédagogique nationale. En effet, par ce décret de loi, précisément à son article 1er, le président de la République a confié à l'UPEN la mission, je cite, d'assurer la formation des cadres de conception dans les domaines les plus divers de la vie nationale. Le ministre de l'ESU reviendra dans les jours à venir, muni de toutes les précisions qui s'imposent sur cette question d'importance capitale. À l'Assemblée provinciale de Kinshasa, déception et regret ce mercredi. Le ministre provincial du plan, budget, infrastructure, travaux publics et reconstruction, Luzolama Mavemba, ne s'est pas présenté devant la plénière pour répondre à la question orale avec débat initié par le député Itoka suite aux problèmes observés dans ces secteurs. D'après le certificat médical signé par son médecin, le ministre Luzolama serait en repos médical. Sur ce, le bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a renvoyé la question orale avec débat contre ce ministre pour le 23 novembre 2015. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et initiation à la nouvelle citoyenneté, Makar Mangou, a effectué une visite surprise ce mercredi au siège national de la mutuelle de santé des enseignants. L'objectif pour le numéro 1 de l'EPS était de se rendre compte du bon déroulement des opérations de prise en charge sanitaire des enseignants par la mutuelle de santé Jean-Pierre Kayembe. S'enquérir des conditions de prise en charge sanitaire des enseignants par la mutuelle de santé des enseignants de l'EPS, voilà l'objet de la visite surprise ce mercredi du ministre de l'EPS au siège national de cette structure à la Gombe. 4 ans après sa création, Makar Mangou a voulu palper du doigt les réalités du terrain. Sur place, il a reçu quelques doléances des bénéficiaires.
L'enseignant doit habiller sa femme, tout ça, avec $100. Monsieur le ministre, soyez humains. Soyez vraiment humains. Plaidez le problème des enseignants. On en a assez, on en a assez. Comme j'ai vu comme ça face à face, vraiment, je suis convaincu que tout ce que je dis, vous allez plaider ça auprès du Premier ministre et auprès du Président de la République. Un bon père de famille, le ministre Maker Mwangu a promis de trouver des solutions idoines face aux difficultés que rencontrent les enseignants. C'est un problème de redevabilité. Vous savez, quand vous avez une structure comme celle-ci, il faut de temps en temps entrer en contact avec les bénéficiaires qui vous disent comment ils perçoivent l'action que vous menez en leur faveur. Là, je crois qu'il y a 2 notes que nous avons enregistrées. La première note, c'est la note de satisfaction. La deuxième note, c'est la note de satisfaction, mais. Donc, il y a toujours la satisfaction, mais un certain nombre de questions ont été soulevées. Je crois qu'ils étaient avec les responsables de la mutuelle qui ont noté, surtout en ce qui concerne les procédures. Il faut alléger ces procédures. Et là, je crois que je suis content parce que la mutuelle a même un projet d'extension, d'ouvrir certaines succursales dans la ville de Kinshasa. Juste après, le ministre de l'EPS a eu une concertation avec le staff dirigeant de la mutuelle de santé qui dirige Guy Mafuta. Il a demandé à tous les staffs de cette structure de redoubler d'ardeur pour améliorer la qualité des soins administrés aux enseignants. Avec les conclusions. Autre titre, les militantes et militants du Congrès national congolais se sont mobilisés aux côtés de toute la population de Bandundu-Ville pour réserver un accueil chaleureux au commissaire spécial de Kwilu. Michel Balabala Kassungu incarne ainsi l'espoir des fils et filles de Kwilu. Niro Mukakalongo pour les détails. Incroyable mais vrai, Michel Balabala Kassungu a été accueilli avec faste ce matin à Bandundu-Ville, devenu son fief. L'homme de terrain et de zèvres, aujourd'hui l'homme d'État, était envahi à l'aéroport de Bassoko où la population réunie comme un seul homme s'est mobilisée pour lui réserver un accueil délirant digne de son rang. Pour la population de Bandundu, c'est une façon de lui témoigner notre expression de satisfaction vu nos plaintes auprès du chef de l'État par le truchement du patriarche Antoine Gizenga. Les partis politiques n'en étaient pas en reste. Les militants du Congrès national congolais se sont exprimés en ces termes. Nous sommes fiers aujourd'hui de voir tout le monde sensibilisé, mobilisé. Depuis longtemps que nous voyons tout mettre comme cela. Nous sommes fiers de Michel Balabala. C'est notre gouverneur qui convient. C'est l'homme qu'il faut là parce qu'il faut. La population, Obligé de répondre à la volonté de la population, Michel Balabala Kassungu a fait le pied du gouvernorat à sa résidence privée. Au moins, il a eu à s'adresser à la population qui attendait impatiemment son discours. Les patrons de l'exécutif provincial du Kwilu s'est référé aux directives du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, celle de faire d'abord la ronde de la province avant de constituer l'équipe gouvernementale. Au moins, la population s'est dit déterminée de l'accompagner à jamais. Redynamiser le parti cher au député Pius Mwabilumba Mukala, tel l'objectif des grandes assises organisées le week-end dernier à Massina, ici à Kinshasa. Léopold Mouyembe, chargé des fédérations et administrations du CNC, était accompagné d'une forte délégation des membres du bureau politique qui ont eu à découvrir ce que ce parti fait sur terrain. Oli Thomas, Gladys Mananga et Clarisse Ekokorapalai. 8 mois après son entrée en fonction en qualité du président sectionnaire du Congrès national congolais à Massina, Francis Apala a gagné son pari conformément à la mission qui lui a été confiée. Ces cadres du CNC a réussi à redynamiser les partis chers au député national Pius Mwabilumba Mukala dans cette commune du district de la Tchangou. Le dimanche 8 novembre dernier, toutes les cellules de base déjà installées dans cette entité administrative ont fait leur sortie officielle. Beaucoup reste encore à faire, certes, reconnaît les sectionnaires de Massina qui sollicitent l'encadrement du directoire national.
Message bien compris par le secrétaire national chargé de l'administration et des fédérations, Léopold Mouyembe, qui s'est rassuré de l'effectivité de toutes ces cellules. Ce avant d'appeler tous les militants à se souder derrière les chefs de l'État. Nous leur demandons de s'essouder mutuellement pour que nous puissions regarder dans la même direction, surtout en soutenant aussi les chefs de l'État. Parce que ce qu'il fait aussi est énorme. Nous, en tant que parlementaires présidentiels, on ne peut pas baisser les bras. Nous demandons à toute l'équipe et à tous les membres du parti de pouvoir se aider mutuellement pour les objectifs de notre parti. Le dialogue est là. Vous savez que certainement dans notre pays, comme dans beaucoup d'autres pays, il y a aussi des problèmes qui se posent. Mais ces problèmes ne peuvent être résolus que dans un format que nous appelons le dialogue. Le CNC est pour le dialogue. Donc, je veux convier ceux de nos frères de l'opposition, de la société civile, même la majorité, à se mettre tous ensemble pour dialoguer des questions qui intéressent notre pays. Le chargé de l'idéologie Pétillon Binéné a pour sa part édifié les militants du CNC quant aux idéaux du parti. Il n'y a pas de bénédiction sans sacrifice, a-t-il déclaré. La lutte que mène le CNC n'aura de sens qu'avec les élections, d'où l'appel au soutien du dialogue national. Le fédéral de la Tchangou, Jean-Noël Bidiki, a quant à lui indiqué que ces rassemblements des cellules de Massina et le couronnement du travail abattu dans son district. À Kimbassé, on a trouvé pas même une cellule. Nous avons cette cellule aujourd'hui à Kimbassé. Si le camarade le coordonnateur est descendu aujourd'hui, c'est dans le cadre de visibilité, dans le cadre de contrôle quoi. Il voulait faire un contrôle. Parce qu'on parle souvent de la Tchangou travaille bien. Hein? Il a souhaité qu'ils viennent quand même à Massina. Il a été à maintes reprises à Kimbaseke. C'est ainsi aujourd'hui, il est venu visiter les camarades de Massina. Les chargés des fédérations, Léopold Mouyembe, a promis de revenir dans le tout prochain jour à Massina, visiter cellule par cellule, afin de prendre langue avec les différents comités à la base. L'actualité en